Alors, cette vidéo sur qu'est-ce que vous allez bien pouvoir manger en période de rémission. En période de rémission, selon la méthode Elpida, il y a quand même une trame à suivre. On va pas pouvoir manger tout et n'importe quoi. L'objectif, c'est de rester en rémission, c'est de faire les choses bien, de rester sur la bonne ligne et de pas repartir en arrière, de pas se remettre en pousse inflammatoire. Forcément, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Ces règles-là, ce que je dis dans cette vidéo, s'applique aussi aux vidéos précédentes. S'applique pour tout le monde. C'est juste que dans les deux autres cas, vous allez devoir faire des choses en plus, comme diminuer, faire attention aux fibres, etc., etc. Ça, c'est bien clair pour vous. Ou comme supprimer en plus tout ce qui va être histaminolibérateur, ou se mettre en place un lot de FODMAP. Ça, c'est du plus, c'est encore une fois à individualiser selon votre terrain. Là, ici, c'est la règle générale de la méthode applicable à tout le monde, impérativement. Voilà. Donc, ça commence, c'est parti. On va parler des aliments à éviter, des aliments à privilégier pour réduire l'inflammation chronique et préserver sa santé. Donc, dans tous les cas, il y a des règles générales à suivre, à individualiser. Là, c'est vraiment le général du général de l'anti-inflammatoire, de la méthode Elpida. Donc, c'est vraiment tout le monde doit l'appliquer. Voilà. C'est applicable pour tous. Je continue. Premier aliment à éviter, les acides gras et saturés et les acides gras trans. Et oui, les acides gras saturés, vous les connaissez, les viandes rouges, tout ce qui est charcuterie, produits laitiers riches, beurre, chocolat au lait, blanc, les pâtisseries, etc. Au revoir. Les acides gras trans, les fritures, les produits industriels transformés, les produits céréaliers du commerce, les pâtes feuilletées à pizza, les pâtes à tartiner, les biscuits, les gâteaux industriels, etc. Attention, il y en a partout. Dans tous les produits industriels, il y a de l'acide gras trans, il y a de l'acide gras saturé, il y en a partout, partout. De toute manière, la première règle que je vous ai pas notée ici parce qu'elle est tellement évidente, c'est bio, brut. Déjà, pas transformé. Ok? Mais un petit rappel, tout ça à éviter. Bien sûr, quand vous êtes en rémission depuis longtemps, vous pouvez faire quelques écarts, mais ils devront rester des écarts. Ce n'est pas une habitude de chaque semaine. Attention, sinon vous pouvez repartir en arrière. On continue. Tout ce qui va être glucides et IG élevés, et ouais, les sucres rapides, les céréales raffinées, les produits à IG élevés, on les supprime. À éviter. Glucose, dattes, trop sucré, pommes de terre au four, le mieux c'est de la refroidir. Ça fait baisser l'IG. Le riz à cuisson rapide, non. Riz basmati, oui. Farine de blé, le gluten, les galettes de riz soufflé, à éviter. C'est de l'IG élevé. Bien sûr, vous pouvez faire des exceptions, mais choisissez plutôt la galette de riz soufflée plutôt que la baguette de pain. Vous voyez? La date, c'est une histoire de quantité aussi. Donc une date, ça va aller, mais il faut pas en manger 3 tous les jours. Voilà. Les céréales blanches, non. Le chocolat, non. Un petit carré de chocolat noir, 75%. Encore une fois, un petit carré tous les 2 jours. Si vous êtes bien, si vous le tolérez bien, ok. Toute une histoire de quantité aussi. Donc attention à ça. Le pain de mie, le pain, les baguettes, voilà, les viennoiseries, non. IG bas. Attention à la présence de sucre dans l'industrie agroalimentaire. Vous n'êtes pas censé manger des produits transformés, donc normalement vous n'avez pas ce problème-là. Mais sinon, attention au sirop de glucose, fructose, de maïs, de saccharose, de dextrose. Il y a plein de sucres transformés et cachés. Donc attention. Je sais, c'est une mauvaise nouvelle. Les produits laitiers, alors là, c'est la même chose, hein. Si vous voulez, pour parler des produits laitiers, leur consommation est assez récente, hein, et il y a une forte augmentation de consommation ces 50 dernières années, et elle s'accompagne de dégradation de la qualité déjà, au niveau de la sélection du traitement des vaches, de la pollution, du traitement du lait, d'omniprésence il y a une omniprésence hyper transformée dans tous les produits industriels. Il y a du lait partout.
Donc attention, encore une fois, je répète, vous n'êtes pas censé manger de produits industriels, mais si jamais vous faites l'écart et que vous en mangez, lisez les étiquettes, apprenez à lire les étiquettes. Faites attention au sucre caché, aux produits laitiers. Tout ce qui est allergisant dans le lait, voilà. Les produits laitiers, le problème, ce n'est pas que le lactose, je vais en parler. Le lactose est mal toléré parce qu'on perd l'enzyme lactase à l'âge adulte, elle cesse, sauf exception génétique, mais en général, nous ne l'avons plus. Et si le lait est mal digéré, ça va vous créer des troubles digestifs, des problèmes de perméabilité intestinale, de l'inflammation, des réactions immunitaires, j'en passe. J'en passe. Ça peut aller de troubles de la peau, de douleurs musculaires, des maux de tête, des ballonnements. Bien sûr, votre biote intestinale, tout va être affecté et il faut faire attention à ça. Le problème, vous allez me dire, bah alors les yaourts sans lactose, mais j'anticipe la question. Eh ben non, parce que nous avons aussi la caséine, qui est la protéine du lait que l'on retrouve à haute quantité malheureusement dans le lait de vache, dans les laits d'animaux, dans le lait de vache. En lait animal, en vérité, si vous voulez consommer vraiment du lait de temps en temps, vous pouvez plutôt vous tourner vers le lait de chamelle ou le lait de jument. Voilà, qui est beaucoup plus intéressant et qui se rapproche plus du lait de femme. Mais pour le lait chèvre, brebis, vache, quand je parle de produits laitiers, je parle surtout de ceux-là. Chèvre, brebis, vache, ce sont les plus utilisés en fait. Donc ceux-là, non. Attention, parce que la caséine est aussi souvent utilisée comme agent de texture dans les préparations industrielles. Encore une fois, vous n'êtes pas censé en manger, mais je le rappelle. Alors, dans le lait, il n'y a pas que ce problème-là. On va retrouver également le problème de la mauvaise absorption de calcium qui va être acidifiante. Je peux vous en parler. On n'assimile pas du calcium mais du phosphate de calcium. Et au lieu de penser qu'on se reminéralise avec le calcium, eh ben non, ça perturbe l'action du calcitriol et ça favorise même l'ostéoporose. Donc ce n'est pas une bonne source de calcium, en tout cas pas telle que l'on vous l'a appris. Dans le problème du lait, on va aussi retrouver le problème de hormonaux. Bien sûr, ce sont des laits destinés aux animaux qui viennent perturber notre système hormonal humain. Et bah, on retrouve forcément des facteurs œstrogéniques, des facteurs de croissance, de la présence de parathormones, d'insuline bovine, etc. Donc attention à ça. Autre chose, ça reste un aliment riche en acides gras saturés et aussi mucosique, par excellence. Voilà. En plus pollué, je le rajoute pas. Je pense qu'on en a assez dit. Voilà. Pour le lait, normalement vous êtes convaincus. On continue. Bien sûr, les produits laitiers, c'est pas que pour les pathos auto-immunes, hein. Ça peut engendrer aussi d'autres types de pathologies, si je veux aller encore plus loin, tels que diabète type 1, des cancers, notamment hormonodépendants également, des pathos ORL, des pathos au niveau de la peau, des allergies, des pathos cardiovasculaires, arthrose, ostéoporose. Vous voyez, finalement, ça concerne un peu tout le monde. Donc il ne faut pas être triste de plus manger de fromage. Le gluten et l'inflammation. Petit zoom. Alors, je reviens juste en arrière. J'anticipe aussi une question. Comment remplacer le lait? Il y a des alternatives végétales, bien sûr, des boissons végétales à base d'oléagineux. Vous pouvez consommer, même si vous êtes en poussée d'ailleurs, sous forme de boisson, vous pouvez. Lait d'amande, avoine, riz, épeautre, millet, un petit peu soja, coco. Allez-y. Si vous avez vraiment, c'est industriel donc c'est pas ce que je recommande, mais si vous avez vraiment envie de consommer des yaourts, vous avez des yaourts d'amande, des yaourts de coco non sucrés, des yaourts de soja, de riz, vous pouvez aussi un petit peu en consommer. Vous avez des fromages à base d'oléagineux, pour ceux qui sont trop adeptes et qui sont pas prêts à lâcher leur fromage. Vous avez des purées d'oléagineux qui sont très très bonnes. Vous avez des huiles végétales.
euh, de l'huile de coco, des crèmes végétales pour la cuisine, à base de crème d'amande, de crème de coco, encore une fois, des préparations à base d'avocat. Il y a des choses. Attention quand même à la qualité de ce que vous utilisez. Et il y a le petit cas à part du Cafilus de chez Madame Klein. Pour ceux qui sont en France, en tout cas, vous avez la possibilité d'en manger. Il faut se limiter à 1 par jour. Ce sont des yaourts qui sont fermentés lentement. Donc en fait, ils sont riches en bactéries vivantes et à une flore dominante intéressante au niveau microbiote. Et il y a une protéolyse naturelle des protéines de lait qui va le rendre beaucoup plus digeste, même pour les personnes qui ne le tolèrent pas, bien sûr. Donc, je le recommande. En plus, vous avez des vertus en probiotiques. Attention, il ne faut pas en manger 3 par jour, mais vous pouvez en prendre 1 par jour. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle le Cafilus de chez Madame Klein. Voilà. Et vous avez chèvre, brebis, il me semble qu'il y a plusieurs choix. Pour le calcium, j'anticipe aussi une autre question. Les sources de calcium, il y a du calcium partout, donc ne vous inquiétez pas pour le calcium, vous en avez dans les oléagineux, donc sésame, thym, amandes, noisettes, noix du Brésil, les noix, les graines de courge, vous en avez dans les olives, vous en avez dans le cacao, vous en avez dans les céréales, quinoa, amarante, avoine, sarrasin, dans le riz, vous en avez dans les légumes tels que le cresson, le persil, la coriandre, le pourpier, les endives, le brocoli, les haricots verts, le chou rouge. Vous en avez dans les algues de mer, wakame, noré, la dulce, lithotame en poudre, très riche, le lithotame en poudre, très riche également en calcium. Vous avez des algues d'eau douce comme la spiruline, la clamate. Vous avez des légumineuses, soja, pois chiches, haricots secs, lentilles. Dans le jaune d'œuf, les poissons, crevettes, sardines, moules et certains fruits comme le raisin. Donc, pas d'inquiétude, il y a beaucoup de sources de calcium. Voilà. J'anticipe une question. Gluten et inflammation. Qu'est-ce qui se passe dans le gluten? Eh bien, la protéine responsable de l'hyperperméabilité intestinale, en général, pour les personnes qui ne sont pas, on va dire, allergiques, comme pour les personnes qui ne sont pas cœliaques, c'est la gliadine. Protéine responsable, voilà, le gluten, c'est à retirer. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est une catastrophe. C'est aussi un blé qui a été beaucoup trop transformé. Voilà, ça sert à rien faut pas être triste de supprimer le gluten. Quand on regarde toutes les mutations génétiques que le blé a subies durant ces dernières années, c'est affolant. Donc c'est normal qu'on le digère pas bien. Donc pas de souci, et tout ce qui vous digérez pas vous inflamme. Donc c'est pour ça, dans tous les cas, écoutez-vous. Pour ce qui est cœliaque, pour la maladie cœliaque, donc le cas à part des cœliaques, c'est qu'il y a vraiment une destruction des villosités intestinales par la prolamine. Ça va être la protéine qui est responsable. Et là, il faut faire le test IgA transglutazatimase, et ça va être confirmé par biopsie intestinale. Ça, c'est à faire avec les médecins. Mais vous n'êtes pas normalement dans ce cas-là. Si vous êtes dans ce cas-là, bah, c'est de l'allergie. Donc là, c'est vraiment pas de jamais d'exception. Là, une fois de temps en temps, si vous faites un écart quand vous êtes en rémission, bon, ça peut arriver. Voilà. Maintenant, ça doit rester un écart. L'hypersensibilité, elle est aussi très fréquente quand on n'est pas cœliaque. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème avec le gluten. Moi, je recommande vraiment de ne pas le réintroduire, de ne pas en consommer. C'est quand même plutôt mal toléré. Voilà. Là, pour la plupart des personnes, ça ne fait pas du bien. Faites le test, ça vous fera forcément ballonner un peu plus le ventre que si vous mangez quelque chose qui n'a pas de gluten. Dans sa composition même, ce n'est pas logique. Voilà. Donc je le recommande pas. Sur l'hypersensibilité, vous pouvez faire le test aux IgG. Normalement, vous l'avez fait. Je ne le recommande pas, encore une fois, de le réintégrer, même si c'est pas affiché sur le test. Voilà. Les tests ne sont pas fiables à 100%. Écoutez-vous aussi. Et je vous donne quand même les règles générales.
c'est quand même pas terrible. Dans les cas hors cœliaque, il n'y a pas la même destruction des villosités intestinales, mais ça génère de l'inflammation, ça génère de l'hyperperméabilité et tous les problèmes et troubles qui y vont être liés en fait. Il y a plein de personnes qui tolèrent pas ça, qui ne s'en rendent pas compte et qui ont d'autres problèmes à côté, alors que la cause peut être là. Voilà. Il y a vraiment une hausse ces dernières années. Cause organique, forcément notre état du microbiote qui est moins bon, nos hyperperméabilités intestinales, les candidoses, les carences pré- et postnatales. On a souvent de pas très bonnes performances enzymatiques. L'allaitement qui n'a pas été fait ou qui a été très bref. Tout ça joue aussi un rôle dans ça, dans cette mauvaise tolérance du gluten. En plus des causes environnementales, telles que je vous l'ai dit, l'hybridation et la modification génétique du blé, qui est aujourd'hui hyper transformé et hyper modifié, et on n'a pas la capacité de le digérer correctement. Voilà. Attention dans les produits transformés, je le répète encore, c'est pas mentionné, mais souvent considéré comme adjuvant technique ou caché, sous diverses appellations. Je donne quelques appellations: amidon, anti-agglomérant, épaississant, malt, protéines végétales sans préciser l'origine. Attention à tout ça. Dernière chose sur ces céréales et le blé, sur le blé, l'intoxication aux métaux lourds comme le mercure, ça se fixe aux enzymes et ça inhibe complètement l'activité de certaines peptidases qui sont chargées de dégrader les grosses protéines comme le gluten et la caséine. Donc là, encore une fois, plusieurs arguments pour dire que le blé, le gluten, ce n'est pas non plus notre ami. Quelles sont les sources de gluten? Le blé, ses dérivés, kamut, boulgour, l'épeautre, le seigle, le petit épeautre, l'orge, la bière, la levure de bière, le malt, les sauces soja, attention, les sauces, l'avoine, il n'y en a pas, mais parfois on va dire que les usines qui travaillent avec le blé ou avec l'avoine mélangent les deux. Donc en fait, vous pouvez avoir de l'avoine qui contient du gluten parce que l'usine travaille avec les deux céréales. Donc attention. Mais en général, quand c'est certifié, quand c'est en rayon sans gluten, vous regardez sous l'étiquette, normalement c'est écrit. Garantie certifiée sans gluten, voilà. Ensuite, d'autres facteurs alimentaires, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'après on devient trop psychorigide, mais quand même quelques règles. On ne sait pas aujourd'hui si le problème c'est vraiment que le gluten ou si ce serait pas les lectines, les phytates, les saponines ou des inhibiteurs enzymatiques, peu importe, qui sont présents dans les céréales, les légumineuses et les solanacées pour protéger en fait les céréales et légumineuses on va dire, d'attaque des insectes, etc. Maintenant, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que le trempage, la germination, permet de limiter, en tout cas, et de réduire en charge de lectine, de saponine, de phytate, ces choses-là. Donc, la règle, c'est pour tout ce qui est légumineuses et oléagineux, on les fait tremper. Voilà, on les fait tremper pendant une journée. Donc, si vous voulez en manger le mercredi, vous les faites tremper le mardi, la veille au lendemain. Vous pouvez même les faire germer, c'est encore mieux, et adapter derrière la cuisson. Voilà, ça c'est la règle. Les faire tremper, les faire germer, c'est le mieux. On continue. Les bonnes graisses. Oméga 3, oméga 9, ça va être à consommer des bonnes graisses, des oméga 3, graines de lin, huile de lin, de noix, graines de chia, noix, poissons gras, les petits poissons gras, maquereaux, sardines, harengs, toutes ces choses-là, les algues, nori, dulce, toutes les algues de mer, bien sûr la spiruline également, tout ça vraiment riche en oméga 3, en EPA, DHA à consommer. Et régulièrement, chaque semaine. Une petite astuce, c'est de consommer 3 petits poissons gras par semaine. 3 fois par semaine, vous faites un petit repas avec maquereau ou sardines. Au moins, vous avez votre level de EPA, DHA. Pour les oméga 9, il y en a dans les avocats, dans les arachides, les oléagineux, sésame,
huile d'olive, oléagineux, donc ça va être arachide oléagineux, pardon, j'aurais pu les regrouper, mais ça va être tout ce qui est amandes, noisettes, noix du Brésil, etc., macadamia, etc. À consommer des huiles. On continue. Autre règle, il faut consommer des index glycémiques bas. Alors, notre IG, selon la méthode Elpida, c'est la référence de Montignac, c'est-à-dire que les aliments doivent être en dessous de 50. IG bas. La cuisson al dente fait baisser l'indice glycémique. Et refroidir le riz, refroidir les céréales aussi, refroidir également les pommes de terre fait baisser l'indice glycémique. Donc ça, c'est vraiment une petite option, petit tips, on va dire, en plus. Voilà. Mais pensez à consommer des aliments à IG bas. Vous trouvez un sur Montignac, vous pouvez vous connecter sur son site. Le plus simple, c'est ça, vous avez vraiment toutes les listes et vous pouvez à chaque fois vérifier si c'est OK. Mais grosso modo, si vous suivez toutes ces règles-là, vous savez. Voilà. Donc en céréales, riz basmati, sarrasin, quinoa, plus ces choses-là. Pommes de terre, plutôt refroidies, patates douces et IG bas, etc. Les légumes, c'est bon. Les fruits, bah attention, la date est à un IG élevé. Voilà, tout ce qui est trop sucré, IG élevé. Donc ça, faites-vous confiance. Et encore une fois, c'est une histoire de dosage. Au niveau des fibres alimentaires, il va falloir en consommer quand vous êtes en rémission. Et oui, il faut les réintroduire. Alors, vous avez des fibres solubles, les mucilages, les pectines, qui peuvent d'ailleurs être utilisés même en cas de... Quand vous êtes un peu moins bien, ça va pouvoir apaiser les muqueuses, le psyllium, voilà, même le tapioca, les graines de chia, si c'est bien trempé, bien sûr, dans le lait végétal, il n'y a pas de souci. C'est celles qu'on va, les mucilages, les pectines, enfin les fibres solubles, on va les retrouver dans le centre des végétaux. Et après, l'enveloppe des végétaux, on appelle ça des fibres insolubles, c'est celles qui régulent le transit. Voilà. Les fibres, on les trouve où? Dans les céréales complètes, dans les céréales, dans les légumes, dans les fruits. Il va falloir en consommer après. En rémission, on en consomme dans les crudités. On réintègre les crudités. Voilà. Bien sûr, il faut que vous écoutez. Comment ça se passe pour vous? Les vitamines et oligoéléments, les vitamines A, C, E, D, anti-inflammatoires et antioxydantes, zinc, cuivre, sélénium, chrome, manganèse, vitamine A, bêta-carotène, dans les fruits et légumes, le jaune orangé, abricot, carotte, patate douce, mangue, les feuilles à légumes verts foncés, épinards, choux frisés, il y en a. Là, vous allez pouvoir réintroduire tout ça. Tout ce qui est même histamino-libérateur, vous pouvez même les FODMAP. Normalement, vous pouvez, sauf si vous avez encore des ballonnements et des gaz, encore à vous de repérer. Il faut pas rester comme ça. Donc, si vous voyez, vous avez un terrain à SIBO, SIFO-IMO, bon, je ne parlerai pas ici. On en parle dans la formation complète, bien sûr. Si vous avez ça, il faut garder le sans FODMAP. OK? Avec ces règles-ci. À vous de jongler. Sinon, vitamine C, vous en trouvez dans les agrumes, kiwis, fraises, les légumes tels que les poivrons, les herbes, le persil. Vitamine E dans les huiles végétales aussi, olives, les légumes, épinards, brocolis, asperges. Voilà, il y en a un peu partout. Hein. La vitamine D, elle est hyper importante. Vous devez prendre des dosages de vitamine D, surtout quand vous n'habitez pas au soleil. Elle régule la fabrication des cytokines et inhibe la prolifération des cellules de l'inflammation. Elle est importante. En source végétale, vous en trouvez dans les avocats, les champignons, les algues, voilà. Bien sûr, zinc, cuivre, sélénium, chrome, manganèse, pour votre immunité, pour votre métabolisme. Le zinc, hyper important. Céréales complètes, légumineuses, oléagineux, vous pourrez en retrouver. Le cuivre dans les céréales complètes, oléagineux également. Citron, poire, avocat, artichaut. Le sélénium dans les noix du Brésil et les oléagineux. La manganèse dans les céréales complètes, ananas, légumes verts à feuilles, légumineuses à algues, le chrome dans les noix et dans les graines. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment à réintroduire, à consommer. Et sinon, on va en reparler dans la partie micronutrition. D'accord. Je continue.
Les polyphénols et les épices. Donc là, on va parler des phytonutriments. Ce sont les nutriments qui viennent des plantes. Voilà. Les polyphénols, donc on retrouve les flavonoïdes, les jaunes, donc tout ce qui va être jaune, les légumes, brocolis, choux, épinards, haricots verts, la peau des fruits, des agrumes. Les rouges, c'est les anthocyanes, les fruits et baies rouges, les myrtilles, mûres, etc., le raisin. Et la quercétine aussi, on va en parler, très intéressante. Elle va avoir un effet protecteur cardiovasculaire aussi, action anticancéreuse, anti-allergique, antivirale, antioxydante. On en retrouve dans les pommes, les brocolis, les raisins noirs, les baies, les graines, les oléagineux. La coenzyme Q10, aussi, alors plutôt en micronutrition, on va la retrouver. Les tanins, le cacao, un tout petit peu microdosing, hein, attention. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Le resveratrol, plutôt dans les baies rouges, le raisin. Bon voilà, je recommande pas de se mettre à boire de l'alcool pour autant. Donc pas de vin. En tout cas, si vous êtes en rémission de manière occasionnelle. Les phytonutriments, on continue. Les caroténoïdes, vous connaissez. Tout ce qui va être orange, tomate, carotte, champignons, algues. Ils se transforment en vitamine A. On en a déjà parlé. Avec l'alpha, le bêta-carotène. Bien sûr, il y a d'autres choses, ça ne s'arrête jamais, c'est très riche, mais vous pouvez consommer des aromates. La règle, c'est ça, des épices, des aromates, tout ce qui est légumes, les fruits, voilà. Essayez, testez, intégrez ce qui vous fait du bien. Là, vous pouvez y aller. Tac, tac, tac. On a aussi d'autres enzymes, hein, l'acide alpha-lipoïque, qui va améliorer l'action de la coenzyme Q10 d'ailleurs, et agir dans le recyclage des vitamines C et E. Donc c'est aussi possible d'en consommer. Les crucifères, choux, brocolis. Bien sûr, il faut que vous tolériez ces aliments-là, encore une fois. Au niveau des épices, le curcuma, la curcumine surtout, hyper intéressante. Quand vous en consommez, il faut du gingembre ou de l'huile, un acide gras avec pour l'assimiler. Donc olive, coco, l'huile de coco, huile d'olive. Curcumine, sinon vous assimilez rien du tout. Ensuite, vous avez dans le gingembre du gingérol, des choagols, très intéressant. Dans les clous de girofle, de l'eugénol. Tout ça, il y a un côté anti-inflammatoire et bon pour votre microbiote intestinal. Vous pouvez en consommer de la cannelle aussi. Voilà, gingembre, cannelle, clous de girofle, toutes ces choses-là, origan. Au niveau des herbes, coriandre, persil, basilic, thym, allez-y. Au niveau des aromates, là, vous pouvez y aller. Bien sûr, pas des choses qui vous brûlent, pas du piquant. Au niveau des probiotiques, vous allez pouvoir, en rémission, dernière étape, lorsque vous n'avez pas de fermentation intestinale, lorsque votre ventre n'est pas ballonné, lorsque tout est OK et pas de fermentation, c'est l'étape d'après de rajouter des prébiotiques et des probiotiques. En général, on réinjecte des probiotiques et ensuite des prébiotiques. Où est-ce qu'on trouve au niveau naturel les probiotiques dans tout ce qui va être alimentation fermentée? Attention, si vous avez des ballonnements des gaz, c'est pas le moment d'en manger. Les prébiotiques, on en retrouve dans tout ce qui va être FODMAP. Donc c'est là qu'on va pouvoir réintroduire nos FODMAP, artichauts, poireaux, chicorée, bien sûr à dose normale, pas des masses. N'en mangez pas 3 tonnes. Mais ils vont venir nourrir votre flore intestinale. Bien sûr, toute une histoire de quand est-ce qu'on les réintroduit, de bon dosage, etc. Donc ça, encore une fois, c'est dans le cas où vous n'êtes pas terrain à SIBO, SIFO, etc. Ça, on le voit encore une fois lorsque vous êtes en formation complète. Voilà. Mais hyper important, vous voyez un petit peu la complexité de l'alimentation, de la nutrition. Et forcément, vous avez encore une fois les règles générales, maintenant à adapter selon votre terrain, à individualiser selon vos ressentis. Faites-vous confiance encore une fois. Et n'oubliez pas les règles générales, testez, allez-y petit à petit et partez des règles que je vous ai mises et après, essayez et voyez, apprenez à ressentir ce qui vous convient ou non. Voilà, ça fait partie de la méthode.
Et merci pour ces vidéos. Je vous dis à la prochaine.